Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24, à la une de l'actualité. 5 ans après sa création, le G5 Sahel peine à trouver les financements nécessaires à sa réussite. Conséquence, il essuie les critiques. L'organisme de lutte contre le terrorisme reçoit une aide d'1 milliard de dollars de la CEDEAO. Au Nigeria, les entreprises locales doivent faire face à l'augmentation imminente du prix du diesel. Les carburants écologiques et les générateurs à base d'électricité solaire deviennent des solutions alternatives. Et enfin, les technologies et services de téléphonie mobile ont généré 8,6% du PIB en Afrique subsaharienne, un secteur en pleine croissance qui contribue au développement des entreprises locales. Le G5 Sahel, créé en février 2014, a pour but de lutter contre le terrorisme en Afrique. Néanmoins, la force du G5 Sahel essuie plusieurs critiques. Pour cause, l'organisme est toujours en quête de financement. La CEDEAO a décidé d'apporter un soutien financier d'1 milliard de dollars. Depuis sa création, 5 ans auparavant, plus de 22 000 attaques ont été enregistrées. Les précisions d'Ange Bijou Nomenio. La force conjointe G5 Sahel a-t-elle encore un avenir sur l'échiquier de la lutte antiterroriste ? Si de nombreux analystes veulent rester optimistes, il va sans dire que depuis sa création en février 2014, plus de 22 000 attaques ont été enregistrées dans les différentes zones d'intervention, faisant des dizaines de milliers de victimes. Le G5 Sahel avait été créé en éliminant des acteurs clés dans la région. L'Algérie est la première puissance militaire de cette région. L'Algérie a un intérêt clair dans tout ce qui concerne la résolution de la crise des Touaregs parce qu'il y a une forte communauté Touareg sur son territoire. Et quand on regarde la géographie, l'Algérie est le seul pays qui a des frontières pratiquement avec tous les pays du G5 Sahel, à l'exception, je crois, du Tchad. Et donc l'Algérie a un intérêt important dans la résolution de cette crise. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, la force conjointe anti-djihadiste du G5 Sahel ne suffirait pas à enrayer la progression du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Il s'est dit prêt à soutenir toute nouvelle initiative des dirigeants africains. Ce qu'il faut comprendre, depuis le début des années 80 déjà, il y a un consensus international, le consensus qui voudrait que les Nations Unies délèguent une partie de leur mandat à l'Union africaine et l'Union africaine délègue son mandat aux organisations régionales. Demander à la CEDEAO d'être en première ligne dans la lutte contre les terroristes, c'est tout à fait justifié. Face donc à l'urgence et aux inquiétudes de plus en plus vives des populations, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest compte mobiliser une enveloppe d'1 milliard de dollars en vue surtout d'accroître l'efficacité des opérations de cette force. Au Cameroun, le président Paul Biya a dévoilé les thèmes qui seront abordés lors du grand dialogue national, un dialogue prévu le 30 septembre. Les discussions porteront notamment sur la cohésion sociale, le développement des zones touchées par le conflit ou encore le retour des réfugiés et des personnes déplacées lors de ce conflit. Néanmoins, des thèmes que réclament les partis d'opposition et la société civile ne figurent pas au programme des discussions. Un sujet de Nathalie Mo. Les grandes thématiques du dialogue national du Cameroun sont connues. Le 16 septembre 2019, sur son compte officiel Twitter, le président de la République Paul Biya a indiqué que les débats s'articuleront autour du bilinguisme, de la reconstruction des zones en conflit, de la justice et de la décentralisation notamment. Maintenant, il faut bien penser au lendemain. Si jamais on arrivait à une pacification réelle de ces deux régions, il faut bien que les gens puissent revenir et qu'on puisse penser au développement. On remarque ainsi que des conditions au dialogue des partis d'opposition et de la société civile ne figurent pas au menu des débats. C'est le cas de l'amnistie générale des séparatistes réclamée par le Social Democratic Front. Grande absente des débats également, la modification de la forme de l'État désirée par les partisans du fédéralisme. Donc à mon avis, si cette question-là n'est pas abordée, j'ai peur qu'on soit là en train de plâtrer pour un temps
un problème en question et laisser les individus à l'échelle locale véritablement s'autogérer. Le grand dialogue national du Cameroun a été annoncé le 10 septembre 2019 par le président Paul Biya. Des assises qui vont se tenir du 29 septembre au 4 octobre 2019 dans un effort de résolution de la crise anglophone qui dure depuis près de 3 ans. Retour sur les traces du maréchal Mobutu, deuxième président de la République du Zaïre. Il a régné sur le pays durant 32 ans avec une image controversée pour certains et symbole d'unité pour d'autres. Décédé 22 ans auparavant au Maroc, Mobutu Sese Seko a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Que reste-t-il de ce président de l'ex-Zaïre dans la mémoire des Congolais? Reportage de Jacques Amboka et Nathalie Mo. 445 rue Kimbondo, commune de Bandalungwa. Nous sommes à la première résidence de Mobutu, acquise avant son accession à la magistrature suprême. C'est le siège du parti Udemo, Union des démocrates mobutistes. Ici, on peut encore trouver quelques traces du maréchal. Le local ne reflète nullement le prestige et la gloire du règne du feu président. Les photos suspendues sur le mur, par contre, illustrent la glorieuse époque de celui qui a dirigé le Zaïre pendant 32 ans. Mobutu a dirigé ce pays pendant 32 ans. Ce ne sont pas les 32 ans de malfaits de Mobutu. On se souvient de Mobutu. Mobutu prend le pouvoir. Nous, on était encore trop jeunes. On parlait de $1, un Zaïre. Au fur et à mesure que les choses évoluent, nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés. Autour de cette personnalité mythique pour l'histoire de la RDC ex-Zaïre, la controverse est de taille. Pointé par beaucoup comme la cause du malheur que connaît le pays, le maréchal est par ailleurs considéré par d'autres comme le symbole de l'unité et de la paix que le pays peine à retrouver. Ce que je peux retenir encore de lui, en tant que citoyen et congolais aujourd'hui, et je n'oublierai jamais. Personne peut-être ne pourra oublier l'unité nationale au Congo. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en novembre 1965, il sera chassé par la rébellion de Laurent Désiré Kabila en 1997. Le maréchal est allé s'éteindre au Maroc en septembre de la même année. 22 ans après son décès, sa dépouille n'est jamais rapatriée dans son pays. Les prix du diesel vont augmenter dès ce 1er janvier 2020, une réforme prise par les Nations Unies. Au Nigeria, pays qui carbure principalement au diesel, doit réduire au plus vite sa dépendance. Dans cette optique, les entreprises nationales comptent sur les nouveaux carburants et les générateurs à base d'électricité solaire. Un sujet de la rédaction. Avec une économie fructueuse en Afrique, le Nigeria a basé cette économie sur les générateurs au diesel. Conséquence, le pays est dépendant à 70% au diesel alors que les prix du carburant augmenteront dès le 1er janvier 2020 selon les réformes des Nations Unies. Les hausses de prix peuvent être plus fortes que prévu, en particulier parce que le diesel est réglementé au Nigeria. Il n'y a donc aucune subvention sur le diesel. Donc si les nouvelles règles augmentent le prix sur le marché international, nous prévoyons que cela se répercutera également sur le Nigeria. Malgré la pollution que ces générateurs engendrent, ils sont parfois le seul moyen aux Nigérians d'accéder à l'électricité. 40% de la population, soit 80 millions de personnes, n'ont pas un accès direct à l'électricité. Le diesel étant un produit détaxé, la population ne paie aucune subvention à l'État. Une mesure qui ne permet pas aux citoyens de se préparer face à la hausse des prix en 2020. Si le prix du diesel augmente, il nous sera plus difficile d'opérer car les consommateurs ne seront pas prêts à en supporter le prix. Survivrons-nous à cette situation si les prix du diesel augmentent? C'est une question à laquelle je ne peux pas vraiment répondre. Afin de répondre à cette problématique, la Chambre des commerces de Lagos, capitale du Nigeria, cherche à réviser les prix à la hausse graduellement. La Chambre des commerces a également fait pression sur le gouvernement pour supprimer les droits de douane et les taxes sur les panneaux solaires. Les technologies et services de téléphonie mobile ont généré 8,6% du PIB en Afrique subsaharienne en 2018. Un secteur en pleine croissance qui contribue au développement des entreprises locales africaines face à la concurrence des compagnies étrangères. Un sujet d'Ameneji.
Selon la GSM Association, représentant près de 800 opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile à travers le monde, l'Afrique subsaharienne demeure le marché mobile le plus dynamique de la planète avec un parc d'abonnés sans cesse croissant. Fin 2016, la région enregistrait 420 millions d'abonnés, soit un taux de pénétration du mobile de 43%. Une performance qui pourrait mener le continent vers un demi-milliard d'abonnés uniques au mobile d'ici 2020. Nous sommes en Afrique, là où le pouvoir d'achat est le plus faible dans le monde entier, justement parce que les dirigeants ne veulent pas rentrer dans cette chaîne de valeur, dans la transformation que certains appellent industrialisation. Pourquoi les Africains ne se retrouvent pas dans les différentes étapes de cette chaîne de valeur? Pour eux, ce n'était pas rentable. Ils préféraient gagner sur la communication parce que les Africains parlent beaucoup et donc le bavardage, ça paye beaucoup plus. En 2016, le mobile a généré un revenu de 110 milliards de dollars en Afrique subsaharienne, soit 7,7% du produit intérieur brut de la région. Il a fourni en 2018 près de 3,5 millions d'emplois directs et indirects, avec 70%, soit 1,2 million créés dans le secteur informel. Si vous n'êtes pas organisé, évidemment, l'extérieur va venir à vous imposer sa loi. Il faut que nous ayons une intelligence économique pour savoir comment nous pouvons être compétitifs. Lorsque nous nous organisons, lorsque nous avons des décisions, ça veut dire que nous pouvons avoir des politiques qui puissent se pérenniser et qui puissent nous permettre enfin que nous puissions avoir une dynamique économique. Bien qu'étant la première productrice mondiale d'éléments essentiels entrant dans la fabrication des smartphones, l'Afrique subsaharienne semble absente en matière d'offres sur son propre marché de téléphonie mobile. Au Sénégal, l'ouvrage Histoire générale du Sénégal fait polémique dans le pays. Un projet initié par le professeur Iba Der Thiam. Certaines familles religieuses déplorent des falsifications ou des omissions dans leurs histoires. Le projet, en 25 volumes, avait pourtant bien été accueilli. Il a pour objectif la réécriture de l'histoire du Sénégal. Reportage de notre correspondant Eladji Ndiaye. La publication du volume 1A du tome 3 de l'histoire générale du Sénégal a suscité une vague de critiques de familles religieuses contestant la partie qui leur est consacrée dans cet ouvrage. Il y a un problème. Les gens ont peur de la véritable histoire. J'ai une partie annotée de ce livre, annotée de ma part. Et donc, quand vous regardez, vous allez trouver qu'on n'a pas écrit de l'histoire, mais on a été terriféraire. Pour les auteurs, ces volumes édifieront sur l'histoire réelle et non falsifiée du Sénégal, contée ou rapportée pour la plupart à partir des écrits du colonisateur. Ce volume de 758 pages retrace la période de 1817-1914, les années de refus de la domination coloniale, de consolidation du pouvoir colonial, de refus de la domination coloniale, d'épreuves, de lutte armée, de renouveau religieux et culturel. On ne pourra jamais avoir une version absolument à 100% vraie de l'histoire du Sénégal. Parce qu'il y aura toujours des thèses qui ne vont pas nécessairement avec les thèses qu'on a mises dans ces pages-là. Je crois qu'il faudrait que cette contradiction ou, si vous voulez, cette bipolarité de la recherche scientifique, que les gens l'acceptent. En 2013, le projet de réécriture de l'histoire générale du Sénégal avait été pourtant bien accueilli par le peuple sénégalais. La plupart considèrent que son histoire telle que contée par le colonisateur ne correspondait pas à la réalité. Le but à terme pour les près de 450 chercheurs qui sont mis à contribution pour réécrire l'histoire du Sénégal, c'est aussi de pouvoir réviser les manuels scolaires eux-mêmes datés de la colonisation. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.